BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de la saison 2 d'Impact PME. Vous le savez, un événement organisé par la CPME et BFM Business. Plusieurs semaines pour partir à la rencontre d'entrepreneurs qui se battent dans cette période extrêmement compliquée, particulièrement difficile, pour sortir plus fort de cette crise. Et puis bien sûr, vous le savez, le 12 novembre, un événement spécial entièrement consacré aux TPE et aux PME sur notre antenne, en digital, en radio et en télévision. Tout de suite, mes trois premiers invités. Comme d'habitude, un entrepreneur, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Jarousse, président cofondateur de D-Wine. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe. Une wine tech qui réinvente le bon vin, on va en parler même à des moments où on n'a pas normalement l'obligation, la possibilité de boire, mais on va faire quand même. François Asselin, bonjour François. Bonjour Philippe. Président de la CPME, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition de la CPME. Vous avez initié bien évidemment l'an dernier avec BFM Business. Et puis Anthony Strecher, également très heureux Anthony de vous retrouver, le président de GSC. GSC bien sûr c'est l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise qui ne savent pas toujours qu'elle existe, cette assurance. Bonjour Philippe, et puis aussi accessoirement chef d'entreprise depuis 10 ans et tu nous as connus quand on était tout petit. Absolument, absolument. Thibaut, d'abord, le vin. Comment est-ce qu'on réinvente le vin? Qu'est-ce que c'est qu'une wine tech? Alors une wine tech, il y en a beaucoup d'ailleurs, ça s'est structuré il y a quelques mois en France. Nous, on a développé en fait finalement le dernier mètre qui permet aux gens de profiter du vin comme il devrait être bu. Parce que 50% de la qualité d'un vin, c'est la température et l'aération. Eh oui. Et moi, je suis ingénieur de formation avec mon associé aussi, Louis. On s'est dit, si c'est pas en France qu'on arrive à réinventer finalement ce dernier mètre qui fait que le vin va être bu comme le château voudrait qu'il soit bu. Oui. C'est quand même dommage. Ça, c'était en 2012. Hein. C'était en 2012, ouais, déjà. Tout à fait. Et donc, les wine tech, elles interviennent sur plein de domaines, notamment sur l'intelligence artificielle pour le food and wine pairing, ou pour être capable de reconnaître l'étiquette et vous faire des suggestions de vin comme sur Netflix. Mm-hmm. Nous, on a développé... alors je une machine, dire, voilà. on va regarder après, vous nous ferez une démonstration, on va bien préciser qu'il ne faut pas boire trop, on va en parler bien sûr, mais on va la montrer, mais simplement elle fait quoi cette machine en résumé, en quelques mots? Alors nous on est distributeur de vin, oui. Donc avec des flacons de 10 centilitres voilà. qui font un verre de vin, et cette machine, la D-Wine, est le bras droit du sommelier, elle met à la bonne température et carafe le vin en 1 minute. Voilà, et ce sont plus de 250 000 flacons vendus en 2019, 20% des 4 et 5 étoiles parisiens équipés, 600 clients, 45 collaborateurs déjà, 45 collaborateurs. François, c'est une vraie PME aussi, déjà. Oui. Ah, complètement. Et 70 références de vin dans 9 pays. On va bien sûr ensuite détailler tout ça ensemble. François, je disais, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison dans un contexte qui n'a rien à voir avec... notre collaboration de l'an dernier. Oui. Quel est votre... Vous qui êtes une espèce de poste d'observation incroyable sur les TPE et les PME, quel est votre sentiment de cette rentrée, même plus la rentrée là maintenant? Comme vous le dites fort justement Philippe, c'est plus tout à fait la même époque qu'il y a un an. Non. Donc il y a toujours, de toute façon quand on est entrepreneur, on est dans un cycle menace-opportunité. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on peut sentir qu'il y a plus de menaces que d'opportunités, mais on le voit à travers cet exemple, qu'il y a toujours des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt se réinventer. Et là, bien évidemment, il faut passer la surmultiplier quand il est encore temps pour pouvoir continuer à espérer et faire en sorte de faire tourner son entreprise et potentiellement, bien sûr, la tenir en vie, mais surtout la développer. Ouais, mais enfin, comment est-ce qu'on trouve l'énergie en tant qu'entrepreneur quand je lis les chiffres de votre dernière étude? Oui. Je les rappelle quand même, si vous m'y autorisez. 34% des dirigeants interrogés déplorent une dégradation de leur trésorerie en juillet-août. Ils sont récents, je crois, ces chiffres. Bien sûr, oui. 58% d'entre eux anticipent une diminution de leur chiffre d'affaires dans les 6 mois à venir. Un employeur sur 5, 20%, prévoit de diminuer ses effectifs d'ici la fin de l'année. 57% ont bénéficié d'un report de charges fiscales et sociales et 54% du PGE. Je répète ma question, où est-ce qu'on trouve l'énergie de se réinventer quand on a ça face à soi? Et on en parlait un peu hors antenne en début d'émission. Et cette imprévisibilité, on ne comprend pas ce qui va se passer. Que voulez-vous, Philippe? Il n'a pas le choix, et vous le savez bien. C'est-à-dire qu'il y a une chose dont on ne peut pas s'affranchir, c'est le principe de réalité. Donc la réalité, elle est telle qu'on la connaît. Il faut bien sûr se laver autant de fois par jour les mains qu'il faut, il faut mettre son masque, mais on fonce. Voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'on fonce. Alors parfois, vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds parce que vous voyez vos clients partir. Chaque matin, globalement. Voilà, chaque matin, globalement. Et bien c'est là où effectivement, lorsqu'il est encore temps, il faut se réinventer. Puis malheureusement, certains devront faire un stop and go parce que tout le monde ne pourra effectivement pas sortir indemne
de cette crise que nous traversons. Est-ce que vous observez que certains métiers, même si leur fondateur ou leur manager a cette envie, sont capables de cette réinvention ou pas ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des métiers globalement dont on commence à voir que, nouvelle technologie ou pas, ça va être extrêmement complexe ? Est-ce que vous commencez à avoir de ces secteurs et vous travaillez tous les jours à les défendre ? Est-ce que vous voyez certains qui craignent quand même plus que d'autres sur leur survie ? Bien évidemment, d'abord tous ceux qui sont victimes d'une fermeture administrative. Voilà. Ouais. Ça c'est clair. Voilà. On vous empêche de travailler, on vous empêche de recevoir des clients, donc vous n'avez pas d'activité, eh bien vous êtes en train de mourir. Donc c'est là où il faut effectivement que le gouvernement mette en place un plan de soutien qui prenne en compte tous ces aspects, c'est-à-dire que vous avez la personne morale, l'entreprise, mais aussi la personne physique, le chef d'entreprise qui est un indépendant. Bien sûr. 9 fois sur 10, c'est ce qu'on appelle un TNS, un travailleur non salarié. Si son entreprise ne tourne pas, il n'a pas de salaire. Et Philippe, savez-vous de qui on aura besoin lorsqu'il faudra remonter économiquement le pays ? Eh bien de ces profils de femmes et d'hommes qui ont cette particularité de se mettre à leur compte ou de reprendre une activité pour tout simplement entreprendre. C'est une qualité exceptionnelle dont le pays aura le plus besoin. Mais en même temps, je crois, je peux me tromper, je n'ai pas vu de chiffres récents, mais il semblerait que les créations d'entreprises n'aient pas failli pendant cette période. Elles ont continué. Oui, alors c'est un petit peu paradoxal. Est-ce que c'est un signal ou pas ? Alors d'abord, il faut savoir que l'économie est en suspension. Et en superfusion. Superfusion, voilà. C'est-à-dire que les tribunaux de commerce n'ont pas repris leur activité classique. Ouais. Les URSSAF, qui ne sont pas réglés, qui ne signent pas. Oui, c'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Ouais, mais on sait très bien, nous, chez l'entreprise, qu'à un moment, on va retrouver dans le chemin des affaires courantes. Et la réalité, là, va être cruelle, malheureusement, pour un grand nombre d'entre nous. C'est là où il est important, lorsqu'on est dans cette situation, globalement, d'essayer d'être créatif, de voir comment on peut se réinventer. Mais vous savez, demain, on aura autant besoin d'aller au restaurant qu'aujourd'hui, on aura autant besoin de construire, de rénover qu'aujourd'hui, on aura autant besoin de voyager que c'était avant cette période Covid. On aura envie. Bien sûr, on aura surtout très envie. Donc, lorsqu'on peut imaginer le monde sans cette petite bestiole qui nous embête tous les jours, on peut se dire qu'immédiatement, beaucoup de secteurs d'activité reprendront. En attendant, il faut tenir, et c'est pour ça qu'en face, il faut que le gouvernement mette un plan de soutien qui soit à la hauteur de la période que nous traversons. Il faut garder un mindset positif. Exactement. Anthony Streicher, GSC 40 ans déjà. Et tout le monde ne connaît pas. Chaque année, ça m'énerve. Chaque année, mais moi, c'est mon petit dada, mon violon d'ingre. Oui, l'association. C'était créé par la CPME en partie d'ailleurs. CPME, MEDEF, U2P, il y a 40 ans, des hommes et des femmes. Moi, j'étais en culotte courte à cette époque-là. On crée une assurance perte d'activité, chômage, l'équivalent du chômage pour les chefs d'entreprise, de façon volontaire. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise. On adhère de façon volontaire pour dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique, mais on rentre dans ce qu'on appelle un milieu hostile. Donc, depuis 40 ans, on essaie de promouvoir, d'expliquer aux chefs d'entreprise, on peut se planter, on peut tomber. Hélas, aujourd'hui, depuis un an, on avait ce discours l'année dernière. Cette année, hélas, le confinement, le Covid fait que c'est encore plus d'actualité. Après, donc c'est vraiment un sacerdoce par rapport à ça. L'objectif d'accompagner les chefs d'entreprise, de les prévenir, d'être dans le préventif et non le curatif, parce qu'en ce moment, on est plutôt on va essayer de solver tous les soldats Ryan, mais ça va être compliqué. Et cet engagement, et quand on discute avec les chefs d'entreprise, moi-même je suis chef d'entreprise, parce que cette association a une spécificité, elle a été gérée par les chefs d'entreprise, par des hommes et femmes chefs d'entreprise, et elle est gérée par des chefs d'entreprise. Tout à fait. Donc c'est de façon bénévole. Il y en a 50 000 qui perdent leur emploi chaque année. Ça, c'était les chiffres de 2019, qui étaient déjà des chiffres assez bas. Et là, on arrive dans une situation très complexe, qui est qu'aujourd'hui, tout le monde dit ça va mal se passer, ça va être compliqué. Et en même temps, on a des chiffres au tribunal de commerce. Oui, ce que disait François Asselin à l'instant. On est en dessous des chiffres les plus bas. Mais ça s'explique a priori. Mais vous dites que ça va arriver au printemps. Ça va arriver au printemps. Progressivement, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui sont quand même reconnues comme exceptionnelles, mais au monde et en Europe, François. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a bien protégé la personne morale, l'entreprise, mais comment ? En repoussant de la dette, ou en créant de la dette. C'est l'autre débat. Garanti par l'État. Voilà, il a fallu s'endetter pour continuer à tenir. Donc il faudra rembourser tout cela. Il fallait ces mesures. Et ce que dit François est important, c'est que bien souvent, on pense à l'entreprise et l'entrepreneur qui est derrière, on l'oublie. Quand vous avez un rideau qui ferme, en fin de compte, ça y est, les gens, l'entreprise est fermée, le restaurant, le petit commerçant, la petite boîte de BTP, l'artisan. Et en fin de compte, on oublie complètement la personne. Je vous interromps parce que je me dis, mais maintenant qu'on sait que ça existe, d'abord, pourquoi n'est-ce pas plus connu ? Et combien est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est difficile d'y adhérer ? C'est pas une question d'être cher, bien au contraire, c'est bien souvent moins cher. Je donne un exemple très simple. C'est ce que l'on paye pour nos salariés pour le chômage. Quand on le prend à titre personnel pour nous, via une GSC ou autre, ça coûte moins cher. Donc on est prêt à payer plus cher pour nos salariés que ça coûterait pour nous.
Il y a un drame qui est le devoir d'information. Il y a un drame qui est quand même catastrophique, c'est qu'on ne prévient pas, on ne sensibilise pas les gens. Quand vous créez votre entreprise, on ne vous dit rien là-dessus. Quand l'État a une co-responsabilité, les CCI, les CMA... Et tout le monde aurait intérêt à ce que ce soit connu. Il n'y a personne qui n'y ait pas intérêt, si oui, tout le monde a. Et en plus, ça ne crée pas de la dette, c'est vraiment de l'assurance. Bien sûr, ça n'enlève d'argent à personne. C'est d'argent que l'entrepreneur met dans une petite cassette commune. Rebondir pour recréer, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le salariat. Et aujourd'hui, c'est un engagement qui manque. Puisqu'au fin de compte, c'est un petit sujet qui dérange. C'est que vive l'entrepreneuriat, et on ne sensibilise pas et on n'informe pas les gens des risques qu'il peut y avoir. Et c'est pas grave, ça fait partie. On aime ça quand on est entrepreneur, cette gestion du risque. On l'a, c'est notre montagne russe qu'on a du matin au soir. En ce moment, c'est vrai que c'est toutes les semaines ou tous les 2 jours. Mais on vit avec. Ça fait partie de notre ADN. Alors, on va voir avec Thibaut. Thibaut, est-ce que vous connaissez GSC ? Alors, je connais la GSC, oui, tout à fait. Est-ce que vous y êtes adhérent et est-ce que vous l'avez pris pour vous ou pas ? Alors, bon, je Plus sais sa pas si tête, j'ai le non. droit de le dire. Alors, en fait, on a fait une demande de dossier. Ce qui n'est pas évident, en fait, sur des boîtes de croissance, c'est que c'est comme pour les banques. Au départ, quand on présente les bilans avec des pertes qui excèdent le chiffre d'affaires et ils ne savent pas s'il faut le regarder à droite, à gauche, s'il n'y a pas des plus à la place des moins, nous disent attendez, vous êtes encore un peu jeune, faudrait repasser quand la boîte est plus structurée. Mais on a une demande à faire pour Alors, il y a un dossier d'inscription qui est assez simple. Il y a deux profils. Soit on est ce qu'on appelle, on a créé la GSC Jeunes Créateurs. Où là, justement, on a des fonds propres négatifs, où en fin de compte, on démarre l'entreprise. Bah oui, là, à un moment donné, le côté bilanciel, il est à l'inversé, on n'est pas encore à l'équilibre. Donc ça, c'est la partie GSC entrepreneur. Donc là, vous n'avez pas besoin de déclaration, vous faites votre déclaration, ça coûte à peu près 500 € par an, et vous avez un petit bonus de 6 000 € pour rebondir au cas où. D'accord. Après, c'est quand vous rentrez dans le statut, ça y est, votre entreprise est à l'équilibre, il faut juste, à l'entrée, en fin de compte, être en bonne santé le jour de l'inscription. Après, quoi qu'il se passe... Ok. Bon, Thibaut, je suis sûr que votre entreprise est en bonne santé, vous pourrez probablement vous repositionner. C'est très pédagogique, c'est-à-dire en fin de compte, c'est de se forcer pour un chef d'entreprise, quand on questionne les chefs d'entreprise, le fait de dire il faut que ma boîte soit rentable. Oui, c'est bien. Pour beaucoup de chefs d'entreprise, quand vous interrogez, ils ont un peu un problème avec ça. Mais c'est comme d'avoir un investisseur, hein, ça nous aide et ça aide d'avoir des gens qui vous poussent à vous améliorer. Thibaut, juste revenons sur votre business. Et le marché actuellement, votre marché à vous, forcément affecté, un marché qui bouge, qui se restructure, qui change, la vente à emporter qui se développe dans les restaurants. Qu'est-ce qui bouge sur vos marchés à vous pour le vin ? Tout bouge. Je pense que c'était ultra violent. Hein. Le 17 mars, quand on a appris que les restos fermaient, nous, c'est 95% de notre chiffre d'affaires. 95%. Donc, 95% de notre chiffre d'affaires. Donc, on a eu un petit moment de solitude. Le dimanche, le temps de se réorganiser. C'est qu'un dimanche, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. On a appelé tous nos clients le lundi qui avaient le moral dans les chaussettes et on s'est dit, ok, on va se réorganiser. En fait, c'était pas si dramatique que ça. Alors, il y a des secteurs très compliqués. L'hôtellerie à Paris, on va pas se mentir. Ils n'ont pas réouvert pour la plupart d'entre eux. Ouais, ils n'ont pas réouvert, très dépendants du business international, des touristes étrangers et autres. Il y a des secteurs sur la restauration où, en fait, ça va pas si mal que ça. Hein. C'est-à-dire que l'été était bon sur la côte, sur les zones touristiques. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, quand vous voulez sortir de chez vous, et passer du bon temps, les bars sont fermés. Les théâtres, c'est pas terrible. Les théâtres, c'est compliqué. Les concerts, les musées, c'est pas terrible. Les jauges, les stades, c'est pareil. Des grands événements comme le salon de l'agriculture sont annulés. Et puis, pour prendre l'avion et faire un week-end à l'étranger, ça peut être le marathon. Ok, mais là, en ce moment, curfew, couvre-feu tous les soirs à 21h. Comment l'entreprise que vous gérez traverse-t-elle ce nouveau passage ? Alors, si on compare, les stats sont toutes fraîches de ce matin. Oui. Oui, vous en avez des stats toutes fraîches. Parce qu'on a donc... le premier week-end de couvre-feu. Premier week-end de couvre-feu, on est à plus 10% par rapport au week-end dernier. Voilà, le dimanche à midi, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est en train de se passer, non ? Il y a eu un départ, et on l'a vu, à la sortie du confinement, c'était pareil, c'est-à-dire que la géographie de la consommation a bougé, mais le marché est resté, les gens aiment se faire plaisir, toujours, c'est une bonne nouvelle. Et par rapport au premier week-end de couvre-feu, en fait, on a constaté à peu près 30 minutes d'avance, effectivement, sur les consommations moyennes.
et un débord de 10% le dimanche midi, de la conso du samedi soir au dimanche midi. Donc, est-ce que c'est pas annonciateur d'une nouvelle tendance ou au moins de ce côté brunch? En tout cas, vous validez, Thibaut Jarouz, vous m'avez donné des chiffres intéressants sur le nombre de restaurants qui n'avaient jamais livré avant, qui maintenant sont tous sur des plateformes type Deliveroo, Uber Eats, etc. Ils s'adaptent, la restauration s'adapte à une vitesse considérable en ce moment. Tout à fait. Vous le voyez. Alors l'exemple sur Deliveroo, c'est qu'ils étaient passés de 1000 à 12 000 par rapport aux 15 000 qui proposaient de la vente à emporter sur la plateforme. Donc un bond spectaculaire. Et ça a cassé un plafond de verre. C'est qu'avant, la vente à emporter, c'était pour les burgers, les pizzas, pour la restauration intermédiaire où certains restaurants gastronomiques ne voulaient pas y aller. Et là, ils se sont dit, finalement, on va le faire. Ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'avec le même actif foncier, ils pouvaient faire 3 fois leur nombre de couverts le week-end. Ils se sont dit, mais attends, on peut pousser les murs. Nous aussi, on est start-upers. Et il y a vraiment certains de nos clients. Absolument. Et ça, par contre, ça nécessite la digitalisation de ce métier, où il y a quand même du chemin à faire. Beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Vous les croyez capable? C'est François, c'est un peu ma question, parce que je lisais, si vous permettez, François, je ne sais pas où j'ai mis ça, mais je voyais un peu, si je les ai là, je voyais un petit peu vos ambitions, en tout cas les propositions qui s'articulent autour de 5 axes prioritaires, et je me disais, elles sont géniales, mais comment on va faire? Et peut-être que justement la réponse, elle sera dans la digitalisation notamment, et la RSE peut-être, éviter les différences d'entreprises, accélérer le redémarrage économique en s'appuyant davantage sur les territoires, faire de la transition énergétique un outil de développement économique durable, prioriser les secteurs à fort taux de main-d'œuvre. Et puis enfin, accompagner la reprise par des mesures sociales, et ce dans un cadre européen adapté au contexte sanitaire. Je reboucle les 2 questions. On va y arriver par quoi à faire tout ça? Il faut les deux, il faut tenir les 2 bouts de la ficelle, c'est-à-dire qu'il faut soutenir et investir. Ouais. C'est-à-dire que si on ne soutient pas à la hauteur de ce que nous traversons, eh bien, on ne va pas relancer sur des entreprises moribondes à la sortie de la crise sanitaire. Donc il faut soutenir, on n'a pas le choix. Ce qui nous permettra d'en sortir, ce sont les entreprises et les entrepreneurs. Je ne sépare jamais la personne morale de la personne physique. Il faut le savoir. Eux-mêmes ne le séparent jamais. Parce qu'eux-mêmes ne le séparent jamais. Oui, parce que quand on touche à l'équilibre de l'un, on ébranle la vie personnelle de l'autre. Voilà, bien exactement. Sûr, Donc, sûr. il faut travailler sur les 2 aspects, la personne morale et la personne physique. Donc, il faut soutenir massivement, il n'y a pas le choix. Et puis, deuxièmement, il faut investir. Et là, il faut le faire intelligemment. Pourquoi j'ai cité les secteurs à fort taux de main-d'œuvre, et l'hôtellerie, restauration fait partie d'ailleurs, l'industrie du tourisme aussi, la construction, le service à la personne, parce que ce qui fait espérer autant les salariés, autant les demandeurs d'emploi que les employeurs, c'est de sentir qu'il va y avoir du boulot. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous sommes des chasseurs d'activité. On veut des clients. Donc, on veut des clients, voilà. Et d'ailleurs, c'était symptomatique quand vous voyez les restaurateurs marseillais, quand ils sont descendus dans la rue, qu'est-ce qu'ils veut des clients encore. On veut bosser, mais il faut les embrasser, ces gars-là. C'est avec ça qu'on va relever le pays. Donc, effectivement, ce que nous voulons, c'est de l'activité. Et ça, c'est la partie investissement. Et puis, deuxièmement, si on investit dans des secteurs qui, demain, va faire qu'on va décarboner la manière de produire en France, oui, c'est intelligent. Si demain, à travers cet investissement, on va baisser la facture énergétique de notre pays, oui, c'est intelligent. Voilà. Et en plus, il faut l'aspect territorial. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez 1 800 000 PME, TPE, qui sont toutes dans tout le territoire. Absolument. Et donc, c'est pas à partir de Bercy qu'on va les piloter. C'est pour ça qu'il faut jouer absolument la confiance avec les territoires. Et là, on a besoin de tout le monde. On a besoin, bien sûr, des CPME territoriales. On a besoin des chambres de commerce, des chambres de métiers, de la partie politique de la région qui a aussi cette compétence économique. Et puis l'appui de l'État, avec des gens qui ont les moyens de faire des raccourcis. Nous sommes un pays qui est très administré, vous le savez. Parfois trop administré. Vous avez énormément de projets qui dépendent d'autorisation administrative. J'aimerais bien avoir un monsieur raccourci en région qui puisse dire, attendez, il y a un dossier qui bloque. Un ministre du raccourci. Oui, on nous demande 2 mois. Écoutez, ça va se faire en 1 mois. Voilà. On l'a tenté souvent. Les entreprises aujourd'hui sont moteurs. Nous, on l'a vu même dans mon entreprise sur les flux d'achat où en fin de compte, dès la sortie du confinement, les entreprises étaient en activité, la consommation de fourniture industrielle, en intérim, tout de suite, c'est remonté en V, donc de façon très forte dès mi-mai. Là, on remet un coup de bambou d'arrêt, mais à un moment donné, il y a une volonté toujours forte de se développer. Et quand on voit à un moment de la relance, vous demandez à un chef d'entreprise, une TPE, PME, tiens, en fait, le plan de relance, tu as vu les aides pour faire un dossier. Alors déjà, ils vous regardent avec des grands yeux, tu as vu le dossier? Le mot dossier, déjà, l'inquiète. Le mot dossier, je suis une TPE ou je suis une PME de 20 personnes, je suis dans le BTP ou autre dans mon département. La personne reste interrogative. Faisons des choses raccourcies simples
Le chef d'entreprise entreprend. C'est dans la définition, c'est dans son ADN. Il a un contexte différent, il s'adapte, on avance et on investit sur les bonnes choses. Il faut être simple, essayer d'être simple, d'accepter de dire je ne sais pas tout, c'est pas grave, on va de l'avant. Et l'entrepreneuriat et l'entrepreneur va de l'avant. Il faut pas le rassurer, lui dire les choses honnêtement et pas créer des usines à gaz. Aujourd'hui, d'aller sur le territoire, de remettre les vrais relais dans les territoires, dans les départements, c'est primordial et pas que Bercy. Une chose, Anthony Streicher, est-ce qu'au niveau de GSC, vous avez des actions spécifiques en ce moment, justement par rapport à cette période particulière? Alors nous, oui, on a mis en place pour essayer de compléter, en fin de compte, les actions du gouvernement. C'est de se dire, voilà, pour nos adhérents, parce que des fois, il y a des trous dans la raquette en étant poli. Pour le chef d'entreprise, bien souvent, on aide l'entreprise et pas le chef d'entreprise. Donc on a créé un fonds social pour nos adhérents au niveau de la GSC, pour leur dire, voilà, si vous avez des soucis économiques, de revenus pour vous, pour votre foyer social, donc on a créé un fonds social vraiment spécifique à ça, pour le chef d'entreprise, parce que quand l'entrepreneur va bien, quand la famille de l'entrepreneur va bien, généralement, il est beaucoup plus à l'aise pour se développer, pour réagir par rapport à la situation. Donc on a créé un fonds social, j'ai obtenu l'accord de la CPME, MEDEF, UDP, de rallouer en fin de compte même l'excédent de trésor de l'association qu'on a mis dans le fonds. Donc c'est un petit fonds, on a fait avec nous deniers. Quelques entreprises, il y en a dans la CPME qui a abondé comme moi dans l'entreprise. L'assureur a aussi abondé pour créer un petit fonds pour aider l'homme et la femme chef d'entreprise dans ses difficultés financières en ce moment. Donc on a vraiment, voilà, c'est une petite action, très proactif. On a 3 représentants et quand les personnes mettent un dossier, c'est traité, réglé en 24 heures. Quand les gens nous donnent les pièces, on a un petit pool, une personne de la CPME, une personne de l'UDP, une personne de BNF et moi. C'est validé, c'est hyper actif, proactif. Et en fin de compte, l'entrepreneur, derrière, il a son virement de 1500, 2000, 3000 euros dans les 24 heures, 48 heures. Donc ça, c'est assez rapide, ça va, on fonctionne bien là-dessus. Les chiffres, pour l'instant, sont assez bas. Alors, on a été surpris, oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu un tel mise sous cloche que les chefs d'entreprise... Oui, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. C'est soft. Thibaut Jarousse, vos principaux défis dans les mois à venir, compte tenu du contexte ambiant, à la fois du couvre-feu, à la fois de ces 9 mois que vous venez de vivre chez Divin? Ce que je dis à l'équipe, c'est qu'il y a un virus qui est encore plus contagieux que le Covid, c'est la confiance. Ou la défiance et la peur? Alors, la confiance, parce que je suis entrepreneur et je vois pas les choses autrement. Positive dans le bon sens, vous parlez de la confiance positive dans le bon sens. Positive, et en fait, moi je le vois, tous les clients à qui on a expliqué, vous inquiétez pas, on va vous aider à faire du business, et même si vous fermez, on va vous aider sur la vente à emporter, on leur a fourni des cartes des vins digitales et tout ça. Être là pour eux. Et du coup, ils se sont dit, ok, j'arrive à me projeter, parce que il y a plusieurs scénarios. Alors je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a plusieurs scénarios. Et ça, c'est vraiment notre principal défi, c'est d'être capable d'instaurer un climat de confiance auprès de nos clients en leur disant « Vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on va vous aider vous aussi à faire du business, à aller trouver vos clients. » Et il y a peut-être 2-3 scénarios, 4, on bosse dessus. Et ça, c'est notre principal défi. Ouais. François Asselin, est-ce que c'est pas ça le principal sujet, c'est-à-dire l'absence de visibilité, l'incertitude totale? Et qu'est-ce que le président de la CPME dit à ses troupes quand il les voit un peu désemparés? Quel type de discours tient-il, tel que celui que vient de tenir Thierry, version président de la CPME, François Asselin? Je ne suis pas Madame Irma. Non, mais vous incarnez cet esprit PME en France et vous parlez tous les jours avec vos équipes. Et écoutez, rien n'est jamais foutu, de toute façon, parce que, comme je vous dis, on aura tous besoin de continuer à vivre comme c'était avant le Covid. Donc, il y aura encore des consommateurs, il y aura des investisseurs. La seule chose, c'est qu'il faut profiter de cette période. Si on a du travail, tant mieux, mais profitons-en pour préparer la période d'après. Si on a moins de boulot, eh bien c'est là où il faut se dire, tiens, je peux encore poser, entre guillemets, les crayons sur la table et redéfinir mon modèle économique quand il est encore temps. Et puis, si malheureusement il n'y a pas d'issue, c'est là où il faut effectivement accompagner la personne physique, le chef d'entreprise, pour que lui puisse rebondir. En 10 secondes, la digitalisation, c'est une priorité ou pas? Ah oui, bien évidemment. Absolu. Regardez, vous avez pendant la période de confinement, vous avez des halles dans des petites villes qui se sont organisées pour faire de la livraison à domicile. Sans plateforme, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, ça touche tous les secteurs, tout type d'entreprise, y compris l'économie qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Merci infiniment François Asselin, président de la CPME. Merci Thibaut Jarousse, président cofondateur de Divin et D-Wine, les deux. Anthony Streicher, président de GSC. C'est la fin de ce 3e numéro de la saison 2 d'Impact PME. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un 4e numéro. Et puis bien sûr, absolument, le 12 novembre pour une journée entièrement dédiée aux TPE et aux PME sur notre antenne, à la fois en digital, en TV et en radio. Bonne fin de semaine à tous. Ciao.